Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. C'est vraiment un grand honneur et un grand privilège de recevoir Ludovic Tézier et Jérémy Rousseau. J'oserais dire, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, Ludovic est un ami et c'est un être exceptionnel évidemment par la qualité de son art et de son chant, mais c'est aussi, à titre personnel, quelqu'un de remarquable. Je ne sais pas si on lui posera des questions personnelles. Mais non, parce que c'est merveilleux ce mélange à la fois de talent infini et de simplicité généreuse dans l'amitié. C'est quelque chose de rare qu'on rencontre très peu souvent. Ça fait quand même 23 ans que je travaille à l'Opéra, donc je peux un peu en témoigner. Donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je le remercie infiniment d'avoir trouvé un peu de son temps. Il faut savoir qu'il a une trachéite. Tu sais, hier, tu as chanté Simon. Oui, j'ai fait ça, oui. Il a chanté Simon. Alors moi, je n'étais pas dans la salle, mais on m'a dit... Il avait peut-être quelques difficultés ou douleurs, mais en tout cas, son art était resplendissant. Tu vois, il y a Jean-Philippe Thiellet qui aurait voulu être là si je l'avais prévenu assez tôt. D'ailleurs, il m'a engueulé, qui est le directeur adjoint de l'Opéra de Paris. Évidemment, serait venu. C'est lui qui m'a dit ça. Voilà. Alors, ce que j'ai découvert aussi, parce que je te connais, mais en même temps pas si bien que ça, c'est que tu as fait tes classes, si je puis dire, dans l'école de chant de l'Opéra, ce que j'ignorais. Absolument. Et il faut savoir que tu as commencé ta carrière comme ténor. Alors, tu vas nous en dire un peu, pas ma carrière. Non. J'ai balbutié 2 heures de ténor et ça s'est arrêté là. Et voilà. Ma carrière, d'ailleurs, elle aurait pu s'arrêter là. Par dépit profond, quand on m'a annoncé, vous n'êtes pas du tout ténor. Voilà, j'ai failli quitter le métier, on ne se serait jamais rencontrés. Voilà. En tout cas, l'Opéra de Paris, on t'a connu grâce à la Bohème. Oui. Tu as interprété d'ailleurs plusieurs rôles de cette œuvre magistrale. Et bon, je ne vais pas décliner toute ta carrière, parce que c'est l'objet même de cette conversation, de ce débat. Et je voulais juste te dire à quel point tous les gens qui sont ici réunis, informés un peu tard, mais qui sont venus évidemment pour toi, se réjouissent tous les soirs de t'entendre chanter Simon Boccanegra. Et c'est une œuvre qu'il faut entendre et réentendre parce qu'elle est magnifiquement interprétée. Voilà. Écoute, j'ai tout dit pour ce qui me concerne. Merci Jérémy de revenir en deuxième semaine. Jean-Yves, merci à vous. Et merci à vous d'être ici. À bientôt. Merci Jean-Yves. Merci. Ludovic, une trachéite. Bonsoir déjà. Oui. Bonsoir. Une trachéite, comment on fait le soir quand on chante Simon Boccanegra? Ça se réveille à quelle heure le matin? C'est tout de suite? On voit comment la voix évolue dans la journée? On se dit on y va pas? Quand on se lève le matin avec une bronchotrachéite, ça fait peur. Et qu'on a Simon ou quelque chose de cet acabit à chanter le soir, on se dit que la journée va être très longue et que la soirée va l'être encore plus. Évidemment, là, on met en œuvre tout un tas de gris-gris, de rituels. On monte à Notre-Dame de la Garde. Enfin, vous voyez, ça. Et non, blague à part, on fait ce qu'il faut faire pour que ça marche, et surtout pour que ça continue à marcher, en ce qui me concerne, parce que on a quand même souvent tendance à attraper la boîte de médicaments, et c'est pas forcément le bon réflexe. Et il faut plutôt essayer de... J'ai l'habitude de dire, là je vais me faire épingler par MeToo, des choses comme ça, mais c'est pas grave. J'ai le droit, je suis de Marseille, j'ai le droit d'être un peu macho sur les bords. Mais c'est très féminin la voix. Du reste, que ce soit en allemand ou ces personnes étranges appellent la soleil, le lune, on n'a jamais compris pourquoi. Par contre, pour la voix, on est d'accord, c'est die Stimme, c'est la voix aussi, c'est féminin la voix. Et comme tout ce qui est féminin, lorsqu'elle est mal lunée, il faut être gentil avec. Vous voyez où je veux en venir? Et dites-le lui avec des fleurs, vous voyez. Et donc, il faut y aller doucement, il faut être patient et faire en sorte que finalement, voilà, elle accepte de sortir du bois. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, dans ce cas-là, il faut user un peu de fermeté aussi. Voilà, je continue la métaphore dangereuse. Et voilà. Et puis après je dirais, pour répondre de manière plus pragmatique et sérieuse à ta question, comment faire Simon, ou donc ce genre de rôle avec, effectivement, au matin, quasiment pas de voix, en fait. Hein. Vous parlez, vous êtes... À ce point-là? Ah oui, vraiment, oui. Et, on ne peut pas le faire si on n'a pas 20 ou 30 ans dans le baluchon, sur le chemin de compagnonnage qui est le métier. On ne le fait pas. Parce qu'on ne peut pas le faire, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens techniques, on n'a pas les fameux gris-gris, en l'occurrence la bouteille d'eau, hein, ça ne va pas chercher bien loin, mais il faut en boire beaucoup. Et on n'a pas
La sécurité, c'est idiot parce que personne n'est sûr de rien, et sûrement pas moi. En tous les cas, on n'a pas les gestes qui sauvent, pour le coup, qui permettent, à un moment donné, lors d'une soirée telle que celle que vous avez pu entendre, par exemple, qui permettent de réaliser une note qui, déjà, lorsqu'on est en pleine forme, est difficile, et de la réaliser, j'allais dire, en déconnectant un petit peu le cerveau, histoire que le corps fasse son boulot. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu la maîtrise de soi. C'est la maîtrise, j'allais dire, qui est comparable aux tireurs à l'arc de compétition ou des gens comme ça qui arrivent finalement à dissocier, j'allais dire, les hémisphères et à laisser faire le geste sans le cérébraliser trop. Donc voilà, il y a quand même effectivement une dose d'expérience, enfin plus qu'une dose d'expérience à avoir pour réaliser ce genre de challenge, dont on peut d'ailleurs, lorsqu'on l'a réalisé, se réjouir, mais en fait qui n'est pas très réjouissant, parce que on est content que ce soit fini, mais on est même content, assez fier d'avoir réalisé ça. Enfin, c'est tout sauf agréable, hein, c'est clair. On est plus prudent sur scène ou pas? Ah ben, il n'y a pas le choix, parce qu'en fait, là où le chant lyrique des jours de forme, c'est une concentration à 110%, et les soirs comme ça, c'est à 200%. Ça ne veut rien dire, mais enfin, le moindre, si vous voulez, la moindre imperfection de ce que moi j'appelle le geste vocal, c'est dans les cordes, direct. Et là, ça peut induire des conséquences vraiment problématiques, parce que finalement, avoir un petit, comme on dit vulgairement, un petit graillon qui passe, quelque chose comme ça, c'est pas dramatique en soi. Mais si on fait une erreur dans certaines zones de la voix, notamment sur le passage ou autre, et que la gorge commence à se serrer, là, on risque carrément de ne pas finir la soirée, ce qui est quand même loin d'être le but. Voilà. Donc on est en fait en danger. On le sait, tous les chanteurs le savent, moi comme les autres. Et lorsqu'on rentre en scène dans ces conditions-là, il faut avoir conscience qu'on va jouer un gros adversaire. Vraiment, ça ne va pas être simple. Alors il n'y a pas de plaisir à jouer ce genre de match, pour filer là encore une fois l'image, mais en même temps, il y a une vraie intensité qui est assez intéressante, assez fascinante, parce que c'est une énorme partie d'échec. Il n'y a pas de souci. Il faut être très très conscient de ce qu'on fait à tout moment, tout en étant forcément plus fatigué que d'habitude aussi physiquement, donc moins apte à être concentré. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Une soirée comme ça, c'est super, on est le roi du monde. 2 soirées, non, il ne faut pas aligner des soirées comme ça trop souvent, parce que bien avant que ce soit, j'allais dire, la voix ou autre qui lâche, c'est quasiment le mental. Comme d'ailleurs dans certains matchs de sport où l'opposition est trop forte et ce n'est pas tellement le joueur de tennis ou je ne sais pas quoi qui perd, c'est plutôt son mental qui lâche et qui permet à l'autre de prendre le dessus. C'est un petit peu comparable à ça. Ah, mais j'y compte bien. J'y compte bien, j'y travaille. Bien. On verra aux questions après. Parler de gris-gris, il y en a ou pas? Où il y a des vrais gris-gris? Est-ce qu'il y a des automatismes les jours de représentation? Des choses que vous êtes surpris à faire régulièrement, qui reviennent je ne peux pas faire de généralité, mais je sais que les collègues ont des petits rituels comme ça. Non, parce que moi je considère que, et j'allais dire je le regrette presque, le corps c'est un peu la variable, un peu l'inconnu de l'équation. Donc tous les jours, il faut arriver à pondérer chaque chose, histoire de s'adapter à la santé du jour, sachant qu'une voix qui marche toute seule, sans le moindre problème, dès qu'on se lève le matin, ça arrive 2 fois par an, en moyenne. Donc le reste du temps, c'est un petit peu de la conduite sur glace, il faut un petit peu maîtriser... Voilà, et puis comme on disait, c'est les facteurs qui viennent un petit peu perturber la journée et la préparation à une soirée telle qu'on peut la vivre là. Ces facteurs peuvent être plus ou moins handicapants. Voilà, ça peut arriver d'un coup de fatigue, et ça peut effectivement être une bronchite, ce qui est à peu près le diable, parce que la bronchite, vous l'aurez compris, ça envoie des cochonneries, mais par le bas, donc avec le flux du souffle. Donc c'est absolument incontrôlable. Enfin, absolument, ça l'est quand même un peu. Et ça, pour le cours de chant, c'est après, je crois. On va s'y mettre. Mais c'est très compliqué. C'est là où je disais, il faut être extrêmement précis sur le geste. On peut arriver à contrôler la pression du souffle, histoire que ça ne remonte pas au moment où on fait la note. Mais c'est très, très compliqué. Ouais. Et surtout, c'est très compliqué à réaliser pendant 2h30 sans de temps en temps en prendre une. Hein. C'est comme ça arrive. Et là, il faut garder la constance, il faut garder le moral, c'est normal.
Et ce qui est tout à fait frappant dans cette représentation, dans cette production de Simon Boccanegra, c'est que Boccanegra, par le choix du metteur en scène, Calixto Bieito, est toujours sur scène. Oui. Même, souvent, même quand il ne chante pas, à la fin, il porte entièrement la chose. Donc, dramatiquement, on ne peut même pas se reposer, entre guillemets. Alors, cela dit, il y a quand même un gros avantage au rôle, c'est que ce rôle mourant de Poison, si on a envie de se gratter la gorge, c'est pas très grave. J'allais dire, on va dire, oh, dis donc, il est devenu un acteur, comme j'ai pu dire. Pourquoi? Parce que, non, en fait, il tousse vraiment, parce qu'il a un chat dans la gorge. Voilà. Mais blague à part, oui, c'est un vrai challenge, mais ça m'a beaucoup intéressé, parce que l'idée, à la base de Bieito, n'est pas sotte du tout. C'est vrai que le livret a des côtés un peu, quand même, un peu perchés, on va dire, compliqués. Et donc, à partir de là, il n'a pas inventé la poudre en décidant ça, mais à partir de là, il est parti sur l'idée que ça se passait dans la tête du bonhomme. Ce qui n'est pas stupide du tout. Finalement, c'est une lecture très psy, très bergmanienne. J'ai appris du reste qu'il avait été assistant de Bergman à l'époque. Donc, c'est amusant parce que quand j'ai vu son concept avec ses images et tout ça, ça me rappelle certains films, notamment en noir et blanc de Bergman. Et il m'a dit, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'effectivement, je n'avais pas réalisé, j'ai été assistant de Bergman. Finalement, les choses se recoupent. Donc, il y a des moments qui sont très prenants parce que, justement, on est dans la tête du personnage. Notamment, moi, ce qui me plaît beaucoup, ce que je trouve très, très fort dans cette mise en scène, c'est qu'effectivement, Simon est là quasiment déjà agonisant, déjà dans une espèce de délire, et il entend, en fait, ces voix qui lui passent quasiment dans le dos, mais ils sont là, à côté de moi, qui se chantent l'un à l'autre, un Fiesco qui s'adresse à Paolo dans une espèce de tentative de complot, de choses comme ça. Et en fait, Simon, lui, est là, il voit ça, complètement obsédé par cette image qui, pour lui, est là, alors que ça se passe là. C'est compliqué à comprendre, mais je trouve ça assez beau, parce qu'on rentre dans un personnage qui commence vraiment à perdre les pédales, quoi, qui a un problème. Et à jouer, en tout cas, c'est fort. C'est la 6e représentation, je crois. Ça a commencé le 18 novembre, il y en a encore 3. Comment le personnage, entre la toute première et maintenant, hier soir, comment le personnage a évolué? Est-ce qu'il évolue au cours de votre vision du personnage évolue au cours de ces représentations? La vision du personnage, peut-être pas, mais la manière de rendre cette vision, sans aucun doute, oui. C'est-à-dire? Déjà, de toute façon, il faut, du reste, qu'il y ait un lâcher-prise progressif tout au long d'une série de représentations, surtout quand la première de représentation est une première absolue pour le chanteur, en l'occurrence moi, puisque même si j'avais eu le plaisir de le faire en concert il y a un an et demi, ça n'est absolument pas comparable avec le fait de s'attraper au collet avec un rôle pareil en scène, avec l'orchestre à distance. Voilà. Ça change c'est vraiment beaucoup de choses, très différent. En mieux, du reste. En plus compliqué à gérer, mais c'est beaucoup plus inspirant. Parce qu'on a une capacité d'abstraction par rapport au contexte, le public et tout ça, qui est beaucoup plus forte en scène. Lorsqu'on est en concert, voilà, on est devant vous, on chante pour vous, mais on est plus dans une lecture entre amis. Ce que j'aime bien d'ailleurs. Pour une soirée de lied, c'est très agréable. Pour l'opéra, je trouve que pour recréer vraiment un monde, être en scène, quel que soit du reste, on peut contester les mises en scène ou autres, mais ça apporte une dimension, une abstraction pour l'artiste qui est en scène, qui nous permet finalement de nous oublier nous-mêmes, tout en oubliant le public, et donc d'être dans quelque chose d'assez labile. Ça bouge, c'est un univers qui existe en soi, une bulle, qui à la fois nous protège et nous permet d'exprimer ce qu'on a à donner. Donc voilà, pour moi, ça m'apporte vraiment, et chaque soir, si tu veux, en rentrant dans cette bulle, dans cet élément, mais forcément, tu trouves un développement différent, tu trouves une assurance différente. Le texte de Simon est un texte, comme aurait dit ma grand-mère, pas piqué des hannetons, parce que c'est de l'italien, certes, mais c'est de l'italien très haut perché, l'italien aulique, c'est très compliqué. C'est différent des autres Verdi? Le texte est différent des autres Verdi? Alors, moi, je commençais à m'inquiéter. J'ai fait 50 ans au mois de septembre, et je dis, ça y est, je perds la tête. J'arrivais pas à l'intégrer, quand même. Je prétends avoir une grande facilité à mémoriser des rôles, y compris très longs. Là, c'était vraiment très compliqué. Et en fait, mes collègues italiens, par gentillesse ou honnêteté, ou les deux, ont dit, non, mais
pour nous, c'est pareil. C'est très compliqué à mémoriser. C'est très prosodié, tu vois, il y a assez peu de rythmique dans les mots. C'est très, comme cette œuvre, d'ailleurs, qui a un développement fascinant. On dirait que ça ne s'arrête jamais. Et la parole est à peu près dans ce style-là. Et en plus, ce sont en général des tournures de phrases ou un vocabulaire qui sont un peu datés, c'est voulu, voire proche du dialecte de Gênes. En fait, Verdi adorait cette ville. Et c'est très très beau. Quand Simon, quasiment à l'article de la mort, demande à Fiesco de rien dire à sa fille parce qu'il aimerait encore la bénir, c'est très 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 prenant. Là, il faut penser à autre chose pour le faire bien, parce que sinon on ne peut pas. Ouais. Mais il met un texte qui est complètement... en fait, l'homme revient à ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un homme simple, de Gênes, et il ne dit pas « ancora una volta voglio benedirla », il dit « ancora una volta vo benedirla ». C'est pas du tout italien, c'est du dialecte local. Mais c'est très beau parce que ça, quand on le perçoit, ça donne encore quelque chose du personnage qui est fascinant. C'est une espèce de déshabillage devant la mort. On revient finalement, voilà, ça n'est plus le doge, c'est un Génois qui est là. C'est très très beau. Mais donc très compliqué à mémoriser. Parce que si on mémorise un livre en italien, qui en plus est un italien un peu dantesque au sens propre, et un peu matiné de dialecte local, pour un pauvre français, ça devient très, très compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que c'est compliqué même pour les Siciliens et les Sardes, donc c'est parfait. Très fier. Un Italien qui a été laissé tel quel, qui est sciemment, puisque on rappelle quand même que Piave, la première version créée à Venise, je crois, a été un échec. Un échec total, oui. Des années d'oubli ou presque, et puis Boito surgit à la toute fin de la carrière de Verdi. Oui. Alors il qualifie, j'ai retrouvé des phrases de table bancale. Ce Boccanegra, il dit il y a beaucoup d'intrigues, mais ce n'est pas très construit. Oui. Et puis, miracle, entre guillemets... Piave est un très bon librettiste, qui est un grand faiseur, il sait faire, c'est bien, mais Boito est un génie. Ouais. Boito, c'est quand même le bonhomme qui a réussi à remettre le père Verdi à cheval, quand même. Tout en étant d'ailleurs en bisbille avec lui très souvent, hein, puisque c'était la lutte des anciens et des modernes. C'est ça. Comment ils faisaient partie des échevelés, l'espèce de punk de l'époque qui envoyait promener tout ce qui était classique, dont le vieux Verdi qui valait pas tripette. Et en fait, ils s'étaient assez, je crois, ils avaient échangé des amabilités à travers la presse pendant pas mal de temps, et ils ont réussi à faire un tandem complètement prodigieux quand on y réfléchit. Hein. Au-delà de ce texte particulier, qu'est-ce que Simon Boccanegra pose comme problème, comme enjeu, comme défi vocal? Simon Boccanegra, comme les plus grands rôles de Verdi, pour ce qui est du baryton, c'est un défi permanent, parce qu'en fait, l'écriture musicale est tellement évidente par rapport à ce qui se dit, aussi bien, j'allais dire, de la parole, l'accentuation de la parole, que le sens. Que si on veut être honnête avec ce rôle-là, il faut arriver à trouver un nombre de couleurs infini. Personne ne le fera jamais, pas plus moi que mes illustres ancêtres, ni ceux qui me suivront, parce que la palette est illimitée. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. On peut aller très 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 loin dans Simon Boccanegra, on peut aller très loin, parce que ça décrit finalement tellement de choses. Et ça les décrit tellement bien. Donc un chanteur doit avoir l'éducation vocale, le goût, et au final la capacité à être caméléon suffisante pour arriver à iriser sa voix de sorte que ça puisse rendre la palette juste et nécessaire afin que cette œuvre finalement se révèle ce qu'elle est, c'est-à-dire un des plus grands chefs-d'œuvre qui a été composé quand même. Pour moi, c'est une évidence. On n'est pas devant un opéra étonnant, on est devant un opéra extraordinaire. Et peut-être pendant des années moi-même, du reste, j'ai été un peu étranger au charme de Simon Boccanegra parce que on entendait, j'allais dire souvent, Simon chanter comme les autres Verdi. Vous savez, avec la belle voix qui fait plaisir à entendre, mais qui, au bout d'un moment... Et Simon n'est pas un prétexte à la grande voix verdienne. Il est beaucoup mieux.
Il y a des moments, on les connaît tous, le moment avec le peuple où il faut entendre le baryton tel qu'on se l'imagine. Mais il y a tellement de moments qui vont au-delà de ça, notamment dans la mort, où la délicatesse des retrouvailles avec sa fille, mais c'est complètement extraordinaire. Si on se met à faire la voix du macho baryton là-dedans, on est imbécile heureux, il faut faire notre métier. Parce que là, vous tuez l'œuvre. Que vous soyez mauvais, c'est pas grave, c'est un truc qui arrive à tout le monde. Par en adéquation, c'est emmerdant, mais là, c'est une œuvre qui a été finalement méconnue au sens premier du mot, qui a été révélée grâce à Schrader et à Bado ici, avec une compagnie stratosphérique de l'époque. Mais elle est encore fragile. Hein. C'est pas parce que des génies sont passés avant nous que ça y est, c'est vendu, c'est bon. On a mis Simon au Panthéon, pas du tout. Donc il faut la défendre et elle en vaut vraiment la peine. Donc voilà, il faut arriver vraiment à... C'est compliqué, Verdi. J'ai pu dire, et j'en suis très fier, que Verdi, bien chanter Verdi, c'est mal le chanter. Mais encore. Bien chanter, ça ne suffit pas. C'est même pas la condition nécessaire. Bien chanter, ça ne suffit pas dans Verdi, c'est pas le propos. Du reste, un des grands créateurs des rôles de baryton verdien, donc mon illustre prédécesseur Victor Maurel, marseillais également, marseillais, et n'était pas un beau chanteur ou un bien chanteur. Mais à l'évidence, si Verdi l'a choisi, c'est que c'était un extraordinaire artiste, un extraordinaire diseur, quelqu'un qui donnait du relief à la musique de Verdi et aux paroles. Verdi était épris de théâtre et des mots. Il était très attentif lui-même au livret. Il était vraiment derrière le librettiste. Hein, et le choix du mot, c'est souvent Verdi qui a le dernier mot, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et donc, s'il a choisi Maurel, notamment pour les dernières œuvres, il faut se poser la question de savoir ce que voulait Verdi lui-même. Il n'attendait pas d'avoir un magnifique chanteur de bel canto dans ses œuvres. Après, si on l'a, on ne va pas s'en plaindre non plus. Hein. Il y a des phrases qui sont sublimes, mais ça doit aller au-delà de ça. C'est donc pour ça que je dis qu'effectivement, le bien chanter, ça n'est pas suffisant. Donc c'est quelque part presque mal le chanter. C'est pas mettre la mire à la bonne hauteur. C'est pas suffisant. Il faut penser au-delà du beau chant dans Verdi. Et il faut en avoir aussi les moyens. Donc c'est pour ça que des fois, il ne faut pas s'y attaquer. Mais le bien chanter, c'est suffisant nulle part. Si, ça peut être suffisant, notamment dans le bel canto. Hein, là, on est vraiment. Mais il manquera quelque chose quand même, non? Aussi. À moi, il manquera quelque chose, mais c'est une condition suffisante pour le coup dans le bel canto. Lorsque vous avez une belle voix qui enroule ces phrases magnifiques de Bellini ou de Donizetti, plus encore Bellini du reste, on n'est pas dans la frustration. Il manque rien parce que c'est tellement beau. Les phrases de Bellini sont complètement improbable, quoi. Si vous regardez une phrase de Bellini, il y a 4-5 notes dedans. C'est misérable en termes de solfège. Et c'est juste génial. On ne comprend pas pourquoi, un petit peu à la manière de Mozart, qui vous écrit un truc, là, le petit air de Barberine. C'est rien, l'air de Barberine. Et vous entendez ça, vous dites, mon Dieu, mais Beethoven aurait fait une symphonie avec ça, hein, non? C'est génial. Ou Brahms. Donc voilà, donc je crois qu'il y a effectivement de l'opéra qui est tellement, en fait, dans le Parnasse, quoi, dans quelque chose du beau pour le beau. Il y a des opéras, effectivement, qui peuvent souffrir qu'on ne les interprète pas trop, quoi, qu'on les donne bien. Voilà. Et c'est déjà pas si mal, hein, parce que donner bien certains Bellini, il faut déjà être très, très fort. Voilà. Mais dans Verdi, j'exagère un peu, je caricature un peu mon propos, mais dans Verdi, oui, bien sûr, il faut avoir une belle voix, bien sûr, il faut bien chanter, mais ça n'est pas suffisant. Si on veut vraiment, je trouve, rendre justice au génie de cet homme, il faut aller au-delà. Alors, il y en a qui vous diront qu'il faut savoir prendre des risques. Non, c'est idiot, il ne faut surtout pas prendre des risques. Parce que si on prend des risques, c'est qu'on n'est pas là où il faut. Il ne faut pas chanter Verdi. Il faut en avoir la capacité, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il y a des voix verdiennes, et qu'il y a des voix magnifiques, et qui ne devraient jamais chanter Verdi. Parce qu'au pire des cas, ce sont des voix qui s'estropient définitivement. C'est dommage. Et au moins pire des cas, là, pour le coup, à la fin de la soirée, il manque quelque chose. Et c'est pas bien ni pour le public, ni pour Verdi. J'ai retrouvé cette phrase de Verdi à propos de Victor Maurel, justement, qui va dans le sens de ce que vous dites. Je n'ai jamais entendu aucun artiste parler à l'oreille du public avec autant de clarté et d'expression que Maurel. Voilà. Jamais. Voilà.
Et c'est génial, c'est ça. Et c'est après avoir entendu Morel qui va composer pour lui, Iago, bien sûr, et Falstaff. Et comme par hasard, des œuvres avec un texte extraordinaire. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous étiez un petit peu hermétique, enfin étranger, je crois, à Simon Boccanegra pendant longtemps, que vous l'avez abordé à 50 ans et que vous avez fait passer avant les Luna, Macbeth, non, c'était pas du tout parce que j'étais hermétique, c'est que j'étais incapable de le faire. Et de le faire comme j'aurais aimé. Vous m'aviez dit la même chose il y a quelques années à propos de Luna, que c'était vraiment l'opéra, le rôle le plus difficile. Oui, il y a une hiérarchie oui, tout à fait. Dans la difficulté Oui, il y a une gradation dans la difficulté vocale, et après il y a une gradation dans l'accomplissement qu'on peut réaliser en interprétant telle ou telle œuvre. Et je trouve qu'on comprendra tous ici que chanter un Simon ou un Rigoletto, tout en n'étant pas père soi-même, ça n'a pas grand intérêt. Il manque quelque chose obligatoirement. Parce que bien évidemment, on peut composer un personnage, et j'ai beaucoup de plaisir à composer des personnages d'ordure, ça me plaît beaucoup. Et Dieu merci, je dois composer, sinon c'est inquiétant pour vous ce soir. Mais je trouve tellement beau dans ces rôles de pères, donc en l'occurrence il y en a beaucoup de pères blessés, voilà. Il y en a beaucoup dans Verdi, et dans les grands Verdi, je trouve tellement beau à un moment donné d'être sur la même vibration, parce qu'on est père soi-même, que celle qui a présidé à la composition de ce qu'on est en train de chanter. Et je pense, c'est peut-être immodeste, mais c'est pas grave, je pense que lorsqu'on a ce sentiment en scène, c'est perçu dans la salle. Et entendre, c'est bien, percevoir, c'est drôlement bien. Parce que c'est quelque chose en plus qui passe comme ça, comme un petit mot doux, un petit mot secret, ça touche particulièrement. Mais pour avoir cette vibration qui va toucher tout le monde dans la salle, j'allais dire, soit les filles parce qu'elles ont un papa qu'elles aiment, soit les papas parce qu'ils ont une fille, voilà, ou un enfant qu'ils aiment. Et c'est génial d'avoir cette communication pratiquement imperceptible, intangible même. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des rôles qu'il ne faut pas aborder trop tôt. Je pense que j'aurais pu... J'ai du reste fait à 27 ans pour l'expérience vocale, pour le coup, pour arriver à me mesurer, savoir où j'en étais. J'ai fait, la presse en a été d'accord à l'époque, un père Germont à 27 ans avec un peu de maquillage, ça allait très bien, avec une canne, ça allait très bien aussi. Et ça s'est très bien passé. Et puis j'ai laissé Verdi pendant 10 ans. Non pas que ça se soit mal passé, puisque j'aurais pu enchaîner là-dessus, mais ce n'était pas mon but. Mon but, c'était quoi? C'était de commencer à toucher quelque chose et puis, voilà, le laisser reposer. C'était le premier Verdi, Germont. Oui, tout à fait. C'est pas rien non plus. Ouais. Difficile, hein, même aujourd'hui. Voilà, j'étais vraiment fou, mais jeune, donc ça marche. Mais c'était très intéressant parce que ça m'a permis un petit peu me jauger. Et puis je crois que le mois qui a suivi, j'étais dans Mozart, dans Così, un truc comme ça, et c'était parfait, impeccable. J'ai bien fait. Ouais. Oui. Des Verdi, il y en a eu depuis. Hein, alors je ne vais pas faire. Enfin, oui. Verdi, Rigoletto, Luna, Posa, italien, français, Renato, Ford. Je l'ai dit dans le désordre. Hein, La Force du Destin, Hernani. Don Carlos dans Hernani, il n'y a pas si longtemps. J'en oublie certainement. Nabucco, pas Nabucco. Pas encore, non. Ouais, pas encore. Non. Ouais. Un jour ou... Oui. Ouais. Mais c'est pareil, Nabucco, c'est très très beau, hein, j'adore. Mais je trouve que ça nécessite quelque chose de un peu différent dans la voix. C'est pas très loin, hein, désormais. C'est d'ailleurs inquiétant, parce que ça veut dire que le temps passe. Mais voilà, il faut être passé par tout ce que je fais en ce moment pour arriver à trouver certains accents dans une espèce de le début de Nabucco, hein, cette entrée, hein, c'est incroyable. Il faut avoir quelque chose de encore un petit pas en avant, quelque chose d'autre. Dans 6 mois, non. De façon plus générale, pour rebondir sur les metteurs en scène, est-ce que les metteurs en scène parfois en demandent trop aux chanteurs?
les mettent en danger ou... C'est le chanteur qui se met en danger. Ah bon? C'est des foutaises, ça. Non, non. Les metteurs en scène demandent des trucs. Ils ont des visions. Parfois, ils cèdent un peu pour en avoir. Voilà. Non, là, je charrie un peu. Il faut alléger un peu quand même. Et non, non, le metteur en scène va te demander un truc incroyable, infaisable et tout ça. Et soit pour des raisons d'ailleurs qui peuvent être tragiques, c'est-à-dire parce que tu as peur de perdre ton boulot, ce qui n'est pas rien. Il faut manger. Soit parce que tu veux te dépasser et tu es convaincu que en te dessapant en scène, tu vas devenir enfin le grand artiste que tout le monde attend. Et il y en a qui pensent comme ça. Tu franchis le pas et tu acceptes la proposition un peu saugrenue qu'on te fait. Si tu le fais, je veux dire, tu es un grand garçon ou une grande fille, c'est ton problème. Moi, j'ai eu des... Parce qu'à un moment, on me dit, ouais, mais bon, t'es thésien, maintenant plus personne vient te courir, voilà. Je dis, oui, mais j'ai été thésien à 22 ans et j'étais pas grand-chose, hein, voilà. Et j'ai eu des idées saugrenues, parfois exposées, et personne ne m'a jamais obligé à faire ce que je ne voulais pas en scène. C'est tout. C'est du reste peut-être pour ça que finalement, on a fini par arrêter de me demander des conneries en scène, parce qu'on s'est dit finalement, lui, il est un peu hermétique, donc ça va pas le faire. Ce qui n'est pas vrai. Parce que moi, j'aime bien aller dans des pistes un peu étranges, mais pourvu qu'il y ait de la réflexion, quoi, qu'il y ait quelque chose. Après, peut-être qu'on se trompe, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas, ça peut arriver. Mais s'il y a une réflexion dramaturgique qui est intéressante, ou que ça illustre un moment théâtral intéressant, moi, je suis assez joueur avec ça. Hein. Mais bon, à l'époque, je faisais la tronche tout le temps, donc c'est bien, ça m'a préservé voilà, des metteurs en scène un peu, ça devait leur faire peur. Ils ont dit non, là, je vous emmerde, donc voilà, on ne le fait pas. Mais non, moi, pour répondre vraiment à ta question, je pense vraiment qu'il y a une grosse part de responsabilité de gens, soit qui sont en danger, comme je te disais, parce que voilà, il faut travailler, donc on ne peut pas refuser quelque chose aux metteurs en scène, soit qui veulent se mettre en danger parce que ça leur donne une grande frisson, ou ça leur donne l'impression d'être un artiste qui se dépasse. Et ça, c'est moi que ça dépasse. Voilà. Il y a un autre grand baryton Verdi, un peu plus âgé, qui a chanté Boccanegra, mais qui a chanté à peu près tout Verdi, ou presque, qui est Léo Nucci, oui. qui a fait, je crois récemment, ses débuts de metteur en scène. À Marseille. À Marseille. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous tente? Mise en scène? Oui. Beaucoup. Mais vraiment beaucoup, sincèrement beaucoup. Vous allez détester. Hein. Vous voyez franchir le pas ou pas? Alors, non, je ne me vois pas parce qu'en fait, on ne me voit pas. C'est pas à moi de voir si je dois franchir le pas. Voilà. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait un directeur de théâtre qui soit intéressé par ça. Mais il y a des œuvres, effectivement. Mais tu es obligé, quand tu... Et d'ailleurs, ça peut être très mauvais à l'arrivée, hein, franchement. Mais quand tu abordes des rôles aussi importants, il faut avoir même à la première séance de mise en scène, il faut apporter quelque chose déjà de construit dramaturgiquement, quitte à se faire retourner comme une crêpe par un mec génial qui dit mais non, tu es à côté de la plaque, et ça c'est superbe. Moi j'adore parce que là on se rend compte qu'en fait on a vraiment quelqu'un qui a travaillé à fond le sujet en face, quoi. Mais dans la mesure où j'ai une tendance un peu pernicieuse à éplucher le contexte de l'œuvre elle-même, etc., avant de me commettre en scène avec, forcément, on se fait une opinion, on imagine des choses, on imagine des scènes, on imagine, surtout dans Verdi, pourquoi est-ce qu'il a mis un silence? Ça a l'air de rien du tout. Ça n'est jamais rien. Je dis à des élèves de masterclass qui me font du tralala dans Verdi, je dis non, ne me mets pas de décoratif dans Verdi, il n'y en a pas. S'il y a un silence dans Verdi, pose-toi plutôt la question de savoir ce qui se passe là, c'est pas pour respirer. Verdi, il ne faut pas respirer. Quasiment. C'est bien connu. Hein, voilà. Bien sûr. Mais quand tu vas respirer dans Verdi, c'est pour dire quelque chose. Et selon ce que tu dis, tu vas respirer différemment. Eh bien, figurez-vous que lui le sait. Et donc la manière dont il va mettre une respiration, la longueur qu'il va lui donner, va te donner le temps d'habiter ce que tu vas dire après. Donc c'est là où ça se joue, j'allais dire, pratiquement. On peut le comprendre. Hein, lorsque tu as Simon qui présente l'image donc à sa fille, donc à Amélia, qui demande mais c'est pas l'effigie, c'est ça, et qu'elle lui dit ben oui, c'est la même, et il y a juste une petite pause, ça fait Maria, c'est la surprise, c'est pas Maria, elle lui dit ben oui, c'est la même Maria, l'idée.
toutes les respirations sont calculées de manière théâtrale chez lui. Mais toutes, hein, c'est un obsessionnel accompli, Verdi. Hein. C'est très fascinant chez cet homme, la perfection, en fait, de ce qu'il a composé. En termes de dramaticité, si ça se dit, et en termes de chant aussi, puisque techniquement, alors là, il y a toutes les clés. Si vous voulez apprendre à chanter la technique vocale, prenez un air de Verdi et faites juste ce qu'il a écrit. Il y a peu de gens qui le font. Les gens attrapent la mélodie et chantent. Non, regarde, il n'a pas écrit un O, il a écrit un A. Là, fait un A. Tu vas voir que la note après va être plus simple. Imparable, hein, à tous les coups. En fait, c'est facile. On va tous. C'est très facile. Savoir comment aborder tel rôle avant tel autre, est-ce que vous entendez tout seul, vous savez, vous avez appris à vous connaître, ou alors il y a toujours, je ne sais pas, des oreilles qui vous aident, des chefs de chant, chefs d'orchestre ou anciens professeurs à qui vous allez demander conseil, où tout est, vous sentez les choses, où vous arrivez à les estimer, les jauger vous-même. J'en fais pas une gloire particulière, mais oui, je suis à peu près seul à décider de ça, oui. Parfois contre vent, marée et procès. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, j'ai eu des menaces. Oui, c'était rien, mais des menaces parce que j'avais en fait signé un contrat un peu à la va-vite, on va dire. Et j'ai regardé la chose, il y avait quand même 2 ans encore. Et j'ai dit ça, non, je ne fais pas. Et on en est arrivé à des choses, mais rigolotes, parce qu'après on en reparle et on se marre. Mais genre, tu peux prendre un revolver, me le mettre sur la tempe, tu peux appuyer sur la gâchette, je ne ferai pas ça. Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas. Voilà, c'est tout. C'était il y a longtemps, ça? C'était il y a 12-13 ans. Ouais, voilà. Et le rôle a été chanté depuis? Non. Non. Mais de toute façon, c'est un compositeur avec qui j'ai des problèmes. Il faut que je le rencontre un jour parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Un compositeur d'aujourd'hui? Qui se donne aujourd'hui, Richard Strauss. Mais il est très occupé en ce moment, donc j'ai du mal à l'avoir au téléphone. Mais chaque fois, c'est très curieux, chaque fois que j'ai été programmé avec cet homme qui, par ailleurs, mais il faut le reconnaître, foncièrement antipathique, mais pas sa musique pour le coup, chaque fois, il doit le savoir, et en fait, il y a un truc, mais vraiment un truc, mais sérieux qui se passe. Très sérieux, voire même très dangereux. C'est très curieux, hein. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître les choses. En fait, il m'a autorisé à chanter du lead. C'est pas mal, déjà, j'adore ces leads. C'est déjà bien, oui, beaucoup voilà. de... Oui. Voilà. Pour les rôles, c'est pas encore gagné. Est-ce qu'il y a des rôles dans toute cette galaxie verdienne ou autre, hein, Don Giovanni, Wolfram, Escamillo, dont vous vous êtes lassé et que vous n'avez plus trop envie de rencontrer aujourd'hui, peut-être parce qu'ils sont moins intéressants, ou alors dans lequel vous vous épanouissez moins qu'avant? Est-ce que Escamillo est toujours aussi passionnant qu'au premier jour? Est-ce vraiment un rôle? Est-ce vraiment un rôle? Ah oui, ça, je ne sais pas. C'est un air déjà et un duo, mais bon. Escamillo ne m'a jamais passionné, donc c'est pas que quelque part j'ai un désamour récent pour le rôle, qui d'ailleurs, le duo est beau d'Escamillo, hein. Le duo avec Don José, on parle de l'air en fait, je crois que même Bizet avait ras le bol de ce truc, mais en même temps, c'est pas mal foutu l'air, hein, quand on y réfléchit. En fait, c'est souvent très mal chanté, c'est ça qui saoule un peu. Mais le duo avec José est formidable, quoi. Ça a du panache, c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup Carmen. Mais bon, oui, évidemment, après ça, quand tu mets à côté... Boccanegra, ouais. Mais même Don Juan, Werther en baryton, je sais pas quoi. Enfin, voilà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est voyager. Escamillo, c'est un petit peu Castagnette et Mantille, quoi. C'est un peu court, quoi. Un peu Costa Brava. Oui. Voilà. Et, voilà. Alors que j'adore... Un truc que j'aurais adoré chanter si on a vu la voix, c'est Don José, parce que je trouve ce mec incroyable. Et le duo final, alors là, pour le coup, est un chef-d'œuvre absolu, à mettre au même niveau que les plus grands opéras que nous aimons tous. Parce que c'est fantastique, ce type qui se mortifie, qui se jette aux pieds de cette femme. C'est bouleversant. Ah ouais, ça, c'est un truc vraiment qui... et donc, ça fait passer Escamillo encore plus pour Castagnette et Mantille. Sur la Costa Brava. Ah là, oui, c'est clair. Mais alors, les rôles qui sont en ligne de mire aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait?
Qu'est-ce que c'est peut-être déjà, qui sont déjà prévus, oui. signés? Oui. Mais on ne peut pas annoncer les saisons à l'avance, Ouais. c'est pas déontologique ça. Sans annoncer les saisons ni le lieu, dire peut-être... Voilà, ni saison ni lieu, mais Non. c'est en Allemagne. Voilà. J'irai siffler là-haut sur la colline. Quoi, voilà. C'est une très jolie chanson. Ouais. Falstaff? Un truc dans le genre, Quelque mais, chose comme mais ça en allemand. Voilà. Oui. En allemand? Non, ça va être du répertoire allemand. Voilà. On ne peut pas dire pour l'instant. Non, parce que j'ai pas le droit, mais bon, voilà. On commence dans ce genre de répertoire par quoi? Un peu. Mhm. On commence pas par Wotan, ça c'est sûr. Non. On commence par Lohengrin, par Telramund. Sûrement pas. Ça, je Non. ne ferai jamais ce truc. Non. Savoir, c'est un On a sale déjà con, fait. j'ouvre les guillemets, je l'ai dit. Le vaisseau fantôme. Ça pourrait, mais non. Voilà. Non. Non, c'est trop long. Il faut laisser du boulot aux Allemands quand même. On va pas tout Ni leur foutre, Wotan, non. ni Zax, Voilà. ni Telramund, Non. ni le vaisseau fantôme. Voilà. Wolfram a déjà Ça, été. j'ai déjà fait. Wolfram déjà fait. Ouais. Ah, Voilà, mais j'ai pas dit. Parsifal. J'ai rien dit du tout. Mais oui, bien sûr. On parle de ça, voilà. Amfortas. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Ludovic, donc 50 ans depuis le mois de septembre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, en revenant très longtemps en arrière, enfin quelques années en arrière, Très longtemps. Oui. très longtemps, Oui. la première fois, on vous a dit, vous avez une voix, ou la première reconnaissance d'un signe, ah oui, il y a quelque chose quand même qui fait que je n'ai pas une voix comme les autres. Ah bah oui, ça je peux le raconter, même si c'est pas forcément ce à quoi on pense. En fait, j'ai toujours aimé la musique, mais au sens très étiré du terme. C'est-à-dire que ma discothèque à la maison est un peu bigarrée, on va dire. Et en fait, à la maison, on écoutait tout. Ça allait de la chanson à la pop, au heavy metal, que j'adore. Ils sont barjots, mais ils me font rire. Toujours. Ah ben oui, j'adore ça. Mais oui, j'ai ma guitare électrique à la maison, oui, bien sûr. Je trouve ça, voilà. Puis finalement, rétrospectivement, je me dis que c'était pas une mauvaise idée de s'y mettre parce que c'est quand même les derniers musiciens qui jouent sur des vrais instruments. Voilà, il n'y en a pas d'autres. On aime ou on n'aime pas, mais eux, ils ont une vraie guitare, ils ont une vraie batterie. Alors que maintenant, c'est que du synthé, c'est abominable. Bref, parenthèse ouverte et refermée. Et donc, non pas dans les heavy metal, mais dans des reprises sympas d'Elvis Presley, qui avait une voix magnifique, quand même. J'ai essayé de chanter du Elvis, et je me suis repris dans les gencives par mes copains. Moi, tu chantes ça, on dirait Pavarotti. Voilà. Qui chantait Presley parfois. Il adorait ça. Qui chantait Love Me Mais Tender. bien sûr, mais il adorait ça. Bon, après, c'est Love Me Tender, mais c'était... Non, mon accent dans Elvis, c'était bon, mais l'émission vocale, apparemment, faisait penser à autre chose. Et donc, dans la mesure où j'écoutais, très honnêtement, beaucoup d'opéra quand même, et notamment grâce à mon paternel, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, parce que je dis, ah bon, c'est sympa en même temps, parce que moi, j'aime beaucoup l'opéra, et donc j'ai commencé effectivement Vous écoutez de l'opéra à étudier. avant de savoir que vous aviez vous-même une Ah, voix. mais bien sûr, D'accord. oui. Je ne sais toujours pas, d'ailleurs. Non, mais il y a chez moi, il y a une dimension comme ça, quoi. Je suis très peu chanteur à la ville, moi. Je le deviens quand je rentre dans la grande maison, mais c'est pas que ça m'épate, parce que, bon, on s'y fait quand même. Mais, ouais. Enfin, j'aime beaucoup mes collègues, en fait. Donc, je suis très, très... très fan sur scène. Quand j'ai les bons collègues, j'ai tendance à écouter, c'est bien. En même temps, j'ai une super place et je suis payé pour, moi, c'est bien. Donc, vous découvrez l'opéra, vous écoutez des disques d'opéra, Oui. des préférences, à part le heavy metal et Elvis Presley, des compositeurs déjà qui se dessinent un petit peu Ah, mais déjà, de toute façon, moi, à la maison, on entrait en religion par Verdi. Ouais. Voilà, et puis c'était comme ça. Et puis, bon, en même temps, ça se comprend, hein, c'est pas une faute de goût. Pour moi, c'est ça le début à l'opéra. C'est Carmen sur les joues de mon père. C'est des retransmissions en direct. C'était génial. Vous vous souvenez de ça pour ceux qui ont connu ça, les retransmissions en duplex. C'est un truc, je sais plus ce que c'est. Notamment de l'opéra ici, hein, une bohème en duplex avec Domingo de Canawa. Alors pour avoir le super beau son, on mettait la télé, une grosse télé. Et avec la chaîne IFI, on essayait de capter France Musique. En général, la bouche marchait pas avec le son, mais c'était pas grave, c'était rigolo.
c'était marrant. Mais voilà, mais c'était complètement. En plus, il y avait un côté aventure, c'était extraordinaire. On a écouté la fameuse tétralogie de Chéreau à l'époque comme ça. On n'avait pas toute notre barre de son sous notre écran plasma, c'était pas ça. Et c'était marrant, c'était un peu artisanal, c'était marrant, et c'était passionnant, c'était fascinant, c'était des soirées à la télé. C'est-à-dire qu'on avait le droit, môme, de rester devant la télé jusqu'à pas d'heure, ce qui est quand même vachement bien, c'était très sympa. Et donc, tu vois, tout ce monde d'opéra qui gravite dans la tête d'un gamin qui aime ça, parce que j'aimais la musique, et qui imprime beaucoup de choses. Et après, c'est amusant, parce que papa m'a apporté ce qu'il savait de l'opéra, c'est-à-dire une version assez latine, quoi, de l'opéra. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à aller gratter du côté un peu plus germain. Et c'est moi qui l'ai emmené après vers Wagner d'abord, et vers Gustave Mahler, des choses comme ça, qui n'étaient pas du tout enracinées chez nous. Et on s'est complété, vraiment, je ne peux pas mieux dire. Et après, on échangeait énormément là-dessus, lui-même découvrait des trucs et tout. C'était une relation assez passionnante. Donc en fait, mon goût vraiment pour l'opéra et plus généralement le classique s'est développé de manière très familiale et très naturelle, en fait. On baignait sans arrêt là-dedans, quoi. Voilà. Donc des premiers cours de chant avec un professeur particulier. Voilà, parce qu'effectivement, un petit peu le challenge des copains. Ouais. Et il se trouve qu'après, on a, étant méditerranéen, je suis assez croyant dans la fatalité, quelque part, mais au sens latin du terme, hein, pas dramatique. Et il est arrivé que j'échoue dans une faculté qui n'était pas vraiment faite pour moi, mais faite pour mon meilleur ami, donc je l'ai suivi. En fac d'éco. En fait, la faculté d'économie partageait curieusement une cour donc, avec le CNIPAL à Marseille, donc, qui à l'époque formait quelques solistes, dont par exemple Béatrice Uriamonzon, comme ça, et une classe de choristes que j'ai intégrée. En fait, je parlais de Béatrice, qui est une grande amie. Je me souviens, avant de passer le concours d'entrée au CNIPAL, j'étais allé un peu répéter avec le pianiste. Et il se trouve que dans la salle, il y avait Béatrice et 2-3 autres copains que je vois encore, toutes jeunes chanteuses, et qui m'entend pour la première fois ouvrir le bec devant un peu des gens qui, quand même, sont déjà du métier, quoi. Donc c'est effectivement qui avait dit à l'époque, oulala, toi, Coco, c'est comme on dit, si les petits cochons ne te mangent pas, tu feras quelque chose. Bon, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, et puis on chante régulièrement avec Béatrice, et c'est assez amusant, quoi. C'était vraiment là, j'étais tout bébé chanteur, j'avais pris quelques cours de chant, et elle était là, c'est assez marrant. Donc le CNIPAL, les airs de ténor dont parlait Jean-Yves tout à l'heure, c'était à quelle période? Pour rencontrer, juste avant le CNIPAL, pour rencontrer ma prof, parce qu'on m'avait dit, j'étais étudiant, donc peu fortuné, sinon c'est pas un vrai étudiant. Et donc, on m'avait dit qu'il y avait une association, je crois l'Arcal ou quelque chose comme ça, enfin dans le coin, qui donnait des cours de chant gratuitement. C'était bien. Et donc, il fallait aller à tel rendez-vous. Il y avait une espèce d'audition parce qu'il fallait quand même un petit peu chanter. Et là-dessus, je suis tombé donc sur ma première et dernière prof parce que ça restait, je n'en ai pas eu d'autres, et à qui j'ai chanté ce que je connaissais d'oreille finalement, parce que je n'avais jamais étudié à proprement parler. Je vais chanter des petites choses légères comme La fleur que tu m'avais jetée, Assis Ben Mio quand même, du Trouvert, et Aïda. C'était léger, c'était pour se mettre en voix un peu. Et comme je disais tout à l'heure, en ayant l'idée qui n'est pas saugrenue en plus, vu que j'arrivais pratiquement à le faire, je me suis dit, avec les conseils d'un professeur, je vais arriver à le faire bien. Je ne suis pas idiot. Et là, la sanction a été terrible. Claudine m'a regardé avec un sourire entendu, parce que c'était une coquine, c'est une coquine. Elle m'a dit, bon, peut-être qu'un jour vous serez un beau baryton. Et ça a failli être la fin de ma carrière, mais je rigole pas, je suis super déçu. Déception de ne pas être... Ah, mais atroce. J'ai dit, Barry quoi? Et là c'est le bonheur parce qu'elle m'a mis entre les pattes sa discothèque, la vraie discothèque, c'est pas les CD, c'est encore des vrais disques. Claudine avait beaucoup travaillé avec Michel Dance.
Et donc, elle m'a mis dans les pattes tous les disques de Michel Dance, et là, je suis tombé par terre. On a un peu oublié Michel Dance. Hein. Allez, je donne une petite anecdote là-dessus. On prépare un très beau gala, j'espère, pour la fin d'année. Et j'étais dans le bureau de M. Tsempetonidis pour choisir un programme. Et il me dit, mais Ludo, qu'est-ce que tu pourrais choisir comme air et tout à. Et on cherchait, voilà. Et à un moment donné, on a pensé, on ne le fera pas, je le regrette, mais on le fera autrement, à Hérodiade, mais pas du tout Vision fugitive, l'autre air, qui est extraordinaire. Qui demande aux prisonniers d'où lui vient la lumière, au cœur désespéré, qui renaît à l'amour, c'est pas mal. Et Ilias dit, oui, c'est bien, c'est intéressant, dis-moi quelle version écouter. Il se met devant le YouTube, c'est merveilleux, YouTube. Et je dis, ben, tiens, écoute la version avec Michel Dance. Et c'est pas faire insulte à Ilias, si on lui dit qu'il ne connaissait pas Michel Dance en Grèce, voilà. Écoute, j'ai vu Ilias comme ça, qui me dit en italien, ma chi è questo? Sidéré. Et même moi qui connais ça, à réécouter cette voix-là, tu dis, mais c'est phénoménal ce chanteur, qui n'a jamais appris à chanter, hein. Autodidacte absolu. Et il a tout. Tu as la diction, tu as la phrase, tu as le style, l'aigu à la fin, tu dis, c'est comme ça. La classe absolue, en sachant que il enregistrait ses disques, il rentrait le matin en studio, 2 heures après il sortait, c'était dans la boîte. Il n'y avait pas de bidouillis, de machin, il ne refaisait pas 10 fois pour couper et mettre les bons morceaux ensemble. C'était une prise, merci, au revoir. Donc, ce qu'on écoute de lui en disque, c'est une prise, merci, au revoir. Tu entends ça, tu dis, c'est pas possible, c'est parfait. Et la voix est somptueuse. Vous voulez dire que la technique, dans ce cas-là, ne sert à rien, ou il n'y a pas besoin de technique? Mais il a une technique. Oui. Il a une technique, mais innée. Innée, fondée sur des choses très simples, une bonne respiration naturelle, le chant dans ce que ça a d'inducteur. Tu vois, tu avances dans la phrase, il a ça naturellement, c'est un vrai chanteur, et appuyé sur une diction qui est phénoménale. Quoi. Michel Dance, on comprend absolument 100% de tout ce qu'il dit sur toute une œuvre, mais sans le moindre effort. Quoi. Alors, on parlait de Morel, Verdi, donc il y a peut-être quelque chose, un peu de français là-dedans. Verdi qui dit de Morel, comme quoi il n'a jamais entendu un chanteur qui parlait aussi bien à l'oreille du public. Michel Dance, c'est incroyable. Et le sens, non pas de la diction, mais de l'intention dans le mot. Je me souviens, il y a un air extraordinaire avec ce garçon, cet homme. Cet air terrible, très haineux du grand prêtre de Samson et Dalila, et où j'ai entendu des bonnes grosses voix dedans, qui chantaient, qui faisaient des beaux fortés, et lui n'avait pas cette espèce de voix entre guillemets verdienne ou très large, encore que la voix passait très bien. Et il compensait la noirceur, en fait, de la voix par la noirceur de l'intention. Ça, c'est la grande classe. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver, quand il dit « maudit à jamais sur la race des enfants d'Israël », où tous les barytons chantent un peu « maudit à jamais sur la race », on peut faire du son, lui, zéro son, juste « maudit à jamais sur la race des enfants d'Israël ». Terrible, ça te glace le sang, et tu sais, après il arrive « j'écraserai », tous les barytons « j'écraserai », beau son de baryton, pas du tout, c'est « j'écraserai », et c'est terrible. Là, on est exactement dans le sens du grand chant, quoi, de quelque chose de sidérant. Et cet homme a quand même chanté, je crois qu'il a fait son dernier concert à l'Opéra Comique, il a chanté 1h30 à 80 ans. Beaucoup d'opérettes aussi, de mémoire. Oui, puis alors l'opérette, comme ça. Qu'est-ce que vous avez appris ici lorsque vous étiez à l'école de chant de l'Opéra de Paris? À la Bastille. À la Bastille. Oui. Sous la direction de Michel Sénéchal. Et oui. Encore un autre sacré bonhomme. Qu'est-ce que vous avez appris durant ces années-là? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai appris peu, mais j'ai pris beaucoup de Michel. Beaucoup d'amour, beaucoup de finesse. Grand diseur, lui aussi. Ah, c'est pas pour dire du mal des copains de la Comédie Française que j'adore, j'y vais régulièrement. Enfin, il aurait eu sa place très, très facilement, mais très, très facilement. Michel Sénéchal, dans les récitatifs, quand il jouait Manon à l'opéra,
donc Guillot. Guillot de Morfontaine. C'est sidérant, quoi. Parce qu'en plus de ça, accessoirement, M. Sénéchal nous fait de la comédie française, mais devant 3000 places, pas 300. Avoir du naturel en parlant devant 3000 places, c'est compliqué. Il était extraordinaire. Et la bienveillance, en fait, de Michel, c'est très important, la bienveillance, quand vous avez affaire à des genoux, quoi, qui sont un peu perdus, on ne sait pas où on va. Ce qui n'empêche absolument pas de dire les choses telles qu'elles sont aussi. Si c'est pas bien, c'est pas bien, il faut le dire. Il ne faut pas laisser les gens s'embarquer sur des rêves, des illusions assassines, à terme. Mais Michel était très bienveillant. Il aimait profondément la jeunesse et c'était un maître en interprétation hors pair. Vraiment. Donc j'ai beaucoup pris de lui. Et c'est presque encore mieux finalement en le disant que appris. Parce que j'ai vraiment pris et j'ai en moi ça. C'est pas juste quelque chose de sympa, de technique qui marche, qu'il m'aurait donné. Ça va au-delà de ça. Vous-même, on vous imagine assez bienveillant envers les étudiants. Je suis abominable envers les étudiants. Et je vous dis un truc, mais en fait, je suis pas du tout comme ça. Non, j'ai tendance à pas cacher les choses. En fait, je crois être patient avec les étudiants, mais là aussi, j'ouvre encore les guillemets, il ne faut pas m'emmerder. Les étudiants qui viennent vous emmerder ? Ben oui, je l'ai dit à un ténor, parce que moi, lorsqu'on organise des masterclass, je n'ai pas d'élèves attitrés. Lorsqu'on organise des masterclass, les gens postulent, et c'est quand même pour entendre ce qu'un tel, en l'occurrence Tézier, a à dire à propos du chant. C'est quand même le principe de base. Voilà. Et lorsque vous avez quelqu'un qui vous oppose du haut de ses 22 ans, oui, mais non, mais si, mais non, au bout d'un moment, tu dis, bon, écoute, pourquoi tu es venu ? Voilà. Et j'ai sorti des trucs pas sympas. Rigolo en même temps, parce que j'ai dit, tu sais, écoute, si tu... je le nomme pas, donc je peux le dire. Je dis quelque chose du genre, écoute, si tu veux m'épater en chantant cet air-là, c'est un air de ténor, là, je prends mon téléphone, j'appelle 2-3 copains, ils le feront mieux que toi. Pour moi, est gratuit. Il a tout à fait compris, ça a été fini. Et voilà, et c'est pas du tout parce qu'il a rejeté ce que je lui disais, ça, alors là, c'est pas grave, hein. Encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a dans le rapport, et c'est là-dessus, à mon avis, que se fonde une école, alors là, j'ouvre énormément, l'école au sens très large du terme, il doit y avoir un rapport de respect de l'étudiant, de l'élève, vis-à-vis de celui qui enseigne, quitte à un jour à ce que cet élève, une fois grandi, fasse exactement le contraire. Parce que à ce moment-là, c'est une décision, c'est une prise de position. Il faut du respect pour qu'il y ait école. Voilà, ça je l'ai dit. Je parle bien évidemment que de chant. Bien sûr. Hein, bien sûr. Ah. Il y a une chose que j'avais oublié personnellement dans votre carrière, c'est en 98, je crois, le concours Opéralia. Deuxième prix ex aequo avec Josh Di Donato. Ah oui. Ouais. Oui, c'était pas mal. Ouais. En fait, c'est marrant. Je ne suis pas du tout une bête à concours. C'était le seul Non, le premier, je l'ai fait. Il m'a ouvert les portes de l'école d'opéra, puisque c'était le concours d'Alès, où j'avais 20 ans. Et je gagne ce concours national, qui était un concours important. Et en l'occurrence, dans le jury, il y a un des professeurs, Marie-Claude Arbaritas, qui enseignait le solfège à l'école d'opéra. Qui a écrit une méthode même. Eh oui. Et qui me dit, mais écoute, tu devrais peut-être songer à présenter l'école d'art lyrique, parce que c'est vraiment bien. Et donc, de fil en aiguille, j'ai atterri là. Donc, ça a été très bien. Et le concours Domingo, en fait, arrive à un moment de ma carrière où ça va pas mal. J'ai une trentaine d'années. 30 ans pile, je crois, d'ailleurs. Et j'ai pas du tout besoin d'aller faire un concours. Et du reste, ce concours, pour des tas de raisons, et Domingo en rigole encore aujourd'hui, parce qu'on se voit de temps en temps à Vienne, ne m'a rien apporté du point de vue de la carrière. Mais il m'a apporté un truc magnifique, c'est que je l'ai rencontré. C'était le but, en fait. Quand mon agent de l'époque, Thérèse, me dit « Ludovic, quand même, vous ne voudriez pas faire le concours Domingo cette année ?» Je dis « Pourquoi ?» Et en fait, je me suis renseigné, j'ai demandé « Mais est-ce qu'il est là ou alors est-ce qu'il met juste son nom sur le concours ?» En fait, il est omniprésent
omni-bienveillant, si je peux dire, encore une fois. Et j'ai été assez fasciné. Et moi, c'est vrai que je voulais rencontrer cet homme parce que, à l'époque, je considérais que c'était un mec extraordinaire. Aujourd'hui, c'est plus un mec extraordinaire, c'est une légende vivante. On peut penser ce qu'on veut de la transmutation de l'or en plomb, mais le plomb est sacrément beau, hein, encore aujourd'hui. Hein. Et surtout, c'est un cas unique dans l'histoire. Je pense que ça le restera. Ce que fait cet homme, c'est prodigieux. Mais je l'ai rencontré, je l'ai côtoyé même, puisqu'effectivement, il était là pendant la dizaine de jours que le concours a duré. Et je l'ai vu, une chose, moi, et que j'ai revu récemment avec lui. Il y a des éliminatoires dans les concours. Et évidemment, il y a ceux qui sont heureux, il y a ceux qui le sont moins. Et je l'ai vu passer de longues minutes avec chaque candidat éliminé pour lui expliquer ce qui, selon lui, faisait qu'il n'avait pas réussi à passer la marche supérieure. De longues minutes, pas de longues secondes. C'est long, des longues minutes. Ça fait rapidement 1 ou 2 heures, le nombre de candidats. Je l'ai vu plus récemment, moi ça m'a beaucoup impressionné, je l'ai vu plus récemment à Madrid, donc en baryton, dans le Verdi, là, ils avaient fait cette tournée. Foscari, exactement. Et bien évidemment, c'était à Madrid, donc voilà. Et c'était très extraordinaire. Et à la fin, il sort de sa loge, il y a un monde fou. Et il y a une dame qui est là, en larmes, manifestement, sérieusement handicapée, même mentale un petit peu. Et ce que je vous dis là, je l'ai vu, et je trouve ça admirable. Quand même, Placido n'a plus 25 ans. Et il venait quand même chanter un grand rôle, il pouvait légitimement être fatigué. Il s'est approché de cette dame lui a raconté sa vie pendant 10 minutes. Il l'a écouté, et non seulement il l'a écouté, il lui posait même des questions. Je l'ai vu. J'étais sidéré. J'étais sidéré par la performance que j'avais vue en scène, parce que la voix était incroyable. Et puis l'implication du type qu'on connaît, c'est formidable. Et de prendre ces 10 minutes avec cette femme, c'était... Et puis l'apport, tu voyais sur le visage, c'était extraordinaire. Voilà, moi je trouve que cet homme est fascinant. Fascinant. C'est quelqu'un qui se souvient du prénom des concierges de tous les théâtres dans lesquels il a chanté. C'est pas une légende, je l'ai vérifié. C'est un génie, il est là, quoi. Hein. Et c'est un gentil. C'est bien aussi, quand même. Ouais. Peut-être que vous avez des questions à poser à Ludovic. Je vous donne Oui. On pense à vous pour tel moment, à tel endroit, sur une œuvre que vous n'avez pas encore chantée, s'il y en a. Combien de temps vous faut-il pour être au top? C'est une bonne question, je vous répondrai dans 20 ans. Non, mais parce que en fait, d'abord, ça va dépendre de l'œuvre, et puis c'est même pas une boutade de vous dire qu'au top, on l'est jamais. Bon. Non, mais vraiment, c'est pas. Je le pense. Oui, parce que pour être prêt à la faire, vous voulez dire alors, pour être prêt à accepter l'offre. Pour oser paraître c'est sur ça, la scène. être décent selon mes propres critères dans une œuvre. Oui. Là, vraiment, ça dépendra de la longueur de l'œuvre, de la difficulté de l'œuvre. Mais la carrière avançant, les œuvres sont de plus en plus ambitieuses, les rôles. Et effectivement, on pourrait croire du coup que c'est de plus en plus long à arriver à réaliser quelque chose de présentable, on va dire. Hein. Parce qu'une première, ça ne peut jamais être que présentable. Dieu merci, on évolue, on essaie de s'améliorer, de creuser. Mais la difficulté des œuvres est de plus en plus évidente, mais en même temps, l'expérience accumulée dans les autres paie aussi. Donc l'un dans l'autre, on arrive assez vite à réaliser quelque chose de cohérent et de présentable, même confronté à des œuvres qui sont très compliquées, parce qu'on s'appuie beaucoup sur ce qu'on a pu faire par ailleurs, et là, pour le coup, de manière très large. Je reviens vite pour, par exemple, le cas de Simon. Simon,
dans la manière dont je le conçois, on fait appel à peu près à tout ce qu'on a pu chanter avant. C'est-à-dire ça va de Verdi, bien évidemment, ce qu'on entend dans Verdi, des grands Verdi à la grande vocalité, mais jusqu'au lead. Parce qu'effectivement, quand on meurt, on doit mourir, on ne doit pas chanter triple forte. On doit donner le mot, on n'a plus rien, on n'a plus qu'une pelure de voix, à un moment donné. Et ça, si on n'a pas touché à la mélodie française, au lead, il manque une couleur à la palette. Donc effectivement, quand on a une expérience très complète, très longue derrière, on va arriver à habiter, à incarner un rôle même complexe comme Simon beaucoup plus rapidement que j'aurais pu le faire et que je n'aurais pas dû le faire et je ne l'ai pas fait il y a 20 ans de ça. C'est clair. Une autre question? Alors on va prendre le micro. L'autre jour, vous nous avez dit, en parlant de la mise en scène de Callisto Bietto, il montre ce qu'il ne voudrait pas voir. Oui. J'ai cherché ce que vous vouliez dire, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Alors, j'explicite, oui, mais c'est très juste. Il déteste certaines images qu'il montre en scène. Mais profondément, hein. Il y a des images qui le perturbent lui-même. Mais c'est quelqu'un qui, à tort ou à raison, ça après c'est une affaire de critères, de goût, mais c'est quelqu'un qui est intègre par rapport à ce qu'il veut montrer d'un drame. Pour lui, par exemple, l'histoire de l'enlèvement de la fille de Simon, de ce drame personnel de Simon, l'histoire de la mort tragique de cette Maria, il trouve ça abominable. Donc il montre quelque chose d'à peu près abominable. C'est à la fois aussi loin que ça et aussi simplement que ça, mais je ne cherche pas à le défendre, il n'a pas besoin du reste, parce que c'est quelqu'un de vrai talent, et lui aussi c'est quelqu'un qui m'a surpris par une réelle humanité. Lui aussi c'est un gentil. Donc effectivement, ah oui, mais vraiment, moi j'étais pas du tout avec un a priori positif à la rencontre de l'homme, parce que effectivement, lorsqu'on voit ses productions, on dit mais attends, en fait non, c'est quelqu'un qui souffre des horreurs qui nous entourent et il a le défaut ou la qualité, selon comment on se place, de montrer ça en scène. Ça paraît paradoxal, hein, mais en même temps, on peut aussi se dire qu'il y a des images qu'on voit en scène et qu'on peut voir au théâtre, par exemple, et au théâtre, elles nous choquent beaucoup moins. C'est curieux. Moi, j'ai une petite explication là-dessus, parce qu'en fait, et je l'ai dit par ailleurs, c'est que la musique, c'est très fragile. Et donc, effectivement, lorsqu'on propose quelque chose de choquant, forcément, ça percute notre cerveau, et c'est un coup de poing de boxeur. Pendant 30 secondes, on est sonné, et donc on a raté 10 mesures de Mozart, ce qui est un péché devant l'Éternel, parce que c'est sacrilège. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça ne manque pas, c'est un travail qui est profondément honnête. En fait, je croyais, moi, à la base, que c'était quelqu'un qui cherchait à choquer. C'est pas ça, c'est quelqu'un qui est choqué. C'est assez intéressant. Et qui le montre. Qui est choqué par certaines choses qu'il y a dans les livrets, mais ces livrets sont violents, en fait. Hein. C'est vrai. Les histoires sont des histoires très violentes, quelque part. Et le livret de Simon, avec tout ce contexte politique, ces choses qui sont en dessous, c'est très noir, en fait, comme histoire. Si on devait le mettre au cinéma, une histoire à peu près similaire, je ne vous dis pas les images qu'il y aurait dedans. Voilà. Alors, c'est une proposition lui-même, il n'est pas là pour se défendre, mais lui-même en conviendrait. Voilà, j'ai fait ça. Il y a du travail derrière, indéniablement. Alors là, on ne peut pas le nier. On n'est pas dans le n'importe quoi, mais on est effectivement dans des choses qui sont parfois compliquées à regarder, clairement. Voilà. Mais peut-être parce que certaines histoires, lui étant très très dramaturge, peut-être que certaines histoires pour lui sont compliquées à entendre ou à lire. Et donc il ressort quelque chose de ça qui peut nous perturber, oui, clairement. Monsieur ? Avant de signer un contrat, souhaitez-vous ou voulez-vous, exigez-vous connaître le metteur en scène et la façon dont il va traiter l'œuvre? Non, pas du tout.
Ni mes collègues du Vous reste. êtes égal, vous plongez. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Vous avez Parce été que déçu sinon, quelquefois. Oui, bien sûr, mais sinon on n'évolue pas. Voilà, je peste contre moi-même lorsque je vais dans des grands restaurants, que je vois les magnifiques poissons qui sont à la carte et que je finis toujours à l'entrecôte. Vous voyez, si on n'est pas à un moment donné un petit peu dans le lâcher-prise par rapport à ça, on fait toujours la même chose. Et des tas de raisons dans ma vie, mais aussi la raison de la confrontation avec des personnages qui m'étonnent, qui me surprennent, ont fait que j'ai, Dieu merci, évolué dans ma manière d'aborder les pièces et le jeu. Et si c'est le cas, c'est justement parce que je n'ai pas eu de choix ou d'exigence par rapport non seulement au metteur en scène, mais au chef, voire, comme j'ai pu entendre certains, aux collègues, ce que je trouve abominable. Ce n'est pas à moi de choisir les collègues. Et bien sûr que je préfère chanter avec certains collègues. Enfin, voilà, je trouve ça catastrophique. Et curieusement, alors bon, c'est vrai quand on part sur un choix apparemment pas très bon, c'est rare qu'on obtienne des chefs-d'œuvre. D'accord. Mais parfois on est surpris. Et parfois on se surprend soi-même parce que les alchimies se créent et on arrive à trouver des choses étonnantes. Et ça, c'est très satisfaisant. Certains metteurs en scène ne se privent pas, corrigez-moi, de choisir, eux, les chanteurs qu'ils veulent. Oui, ben, ils vont à la facilité, et ce n'est pas cela qui m'intéresse. Justement, Bieto, comme Warlikowski, sont des personnages apolémiques, hein, sont des gens qui travaillent avec la matière qu'ils ont en face. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je m'attendais justement à ce que ces deux-là en particulier, quelque part, essayent de façonner l'artiste qu'ils ont en face à l'image qu'ils avaient envisagée au départ. Pas du tout, c'est tout le contraire. Ils font avec le bonhomme qui est en face, la chanteuse qui est en face, et ils essayent à partir de là de créer quelque chose qui est cohérent avec ce que peut donner finalement l'artiste qu'ils ont. Et ça, je trouve ça formidable, parce que ça n'est pas, ça n'est pas du préfabriqué. Ça, c'est encore de l'artisanat. Et c'est très bien. Il y a Sivadier aussi qui est comme ça, qui est quelqu'un qui est passionnant dans le travail, parce qu'en fait, il y a deux choses qui comptent pour lui. C'est le personnage, évidemment, et toi, et d'essayer de faire en sorte que ça coïncide. Et ce sont des gens qui ont une grande sensibilité, qui ont beaucoup de métiers, et qui arrivent effectivement, avec ton physique, ta démarche, ton expression, vraiment à trouver quelque chose qui rend un personnage intéressant. C'est assez fascinant. J'ai beaucoup de respect pour ça. C'est très passionnant. Ludovic, peut-être juste une dernière question. Que je n'oublie pas que tu chantes vendredi. Pas faux. Oui, j'ai la chance d'avoir la dernière. Oui. Est-ce que vous aimez faire découvrir une œuvre? Est-ce que vous aimeriez faire découvrir du Massenet, d'autres qui n'ont jamais chanté, jamais joué, ou d'autres compositeurs? Bien sûr. Mais je suis très... J'aime beaucoup défendre ce que je chante. Je considère que les œuvres qu'on chante, finalement, pour la grande majorité, soit sont des œuvres très fortes, très belles, très intéressantes, soit carrément des chefs-d'œuvre. Et il faut les défendre. Et on s'aperçoit souvent qu'une œuvre qui est considérée comme l'a été par exemple Simon pendant des années, avant la révélation de la Scala et puis parisienne, les œuvres sont mal données, pas très valorisées par les artistes et donc déconsidérées. Alors qu'il suffit de mettre des gens qui les défendent pour qu'on se dise « mais attends, finalement c'est formidable ce truc-là ». Et les compositeurs ont cette malédiction d'être de grands créateurs, mais qui sont forcément tributaires de qui va les interpréter. Voilà, si vous avez un grand restaurateur de tableaux, vous avez une Joconde magnifique. S'il n'est pas terrible, il vous rajoute une moustache, ça le fait beaucoup moins. Et malheureusement, c'est imparable. Et on est tombé sur pas mal d'œuvres, notamment chez Massenet, dans le répertoire français, sur une sombre routine qui a finalement exclu tout un tas d'œuvres très fascinantes, très remarquables, très honorables, c'est déjà pas si mal, et qui faisaient
On se demande aujourd'hui pourquoi, mais simplement parce qu'elles étaient bien interprétées, qui faisaient les grands soirs de l'opéra. D'un coup, ça disparaît. D'un coup, c'est mauvais. Pourquoi? Alors, soit nos ancêtres étaient des imbéciles ou des sourds, soit c'est qu'il y a quelque chose qui a changé, peut-être dans notre manière d'être sincère avec ces œuvres. Je ne dis pas qu'il faudrait du reste chanter les œuvres comme on les chantait à l'époque. Je crois que ça passerait plus. Encore qu'un Georges Thiel dans Werther, à mon avis, on pourrait toujours l'écouter. Mais il faut être sincère avec les œuvres. Il faut vraiment... il faut les défendre. C'est le meilleur mot qui me vient à l'esprit. Et si on les défend bien, il y a relativement peu à jeter. Le pire des compositeurs du XIXe siècle est un excellent faiseur, déjà. Donc au pire des cas, on passera une soirée sympathique, avec un livret un petit peu tragique, et c'est pas un péplum, quoi. Enfin, un truc pas très intellectuel, mais sympa. Et au meilleur des cas, on redécouvrira des choses. J'avais un peu participé modestement à la résurgence en France de l'Hamlet de Thomas. Il y a des pages phénoménales dans l'Hamlet de Thomas. C'est pas bon, c'est phénoménal. La vision du spectre, c'est quelque chose de mythique là-dedans. Ou l'air, le moment des fossoyeurs, la pâle fleur, c'est un truc phénoménal. Ah non, mais c'est un peu suranné, c'est un peu... Non, c'est pas suranné, il faut le donner. Il faut être moderne, il faut le chanter avec le souffle de l'époque. Ça marche. Oui, moi je suis assez pour... Pas pour ressortir d'ailleurs des choses qui ont fini au tiroir parce que ça devait y finir, hein, mais il y a vraiment des pans entiers du répertoire, notamment français, qui ont disparu, faute de conviction, j'allais dire. Ludovic, on va te remercier du fond du cœur. Mais c'est moi qui vous remercie d'être venu.